Les débuts du manga Berserk en 1989 lâchent le lecteur au cœur d'un monde de fantasy horror très développé où l'on suit la perspective brutale d'un genre de héros appelé Guts, qui n'a de ce terme aucune qualité apparente. Les 3 premiers tomes du manga constituent l'arc de l'épéiste noir, titre de notre protagoniste au balbutiement de la saga. Le lecteur est donc jeté au milieu de son histoire, avec des événements précédents, inconnus et accumulés, ayant créé le guerrier torturé que nous avons sous les yeux. Au cours de ces événements relativement courts, Guts, plus connu à ce moment-là sous le nom du guerrier noir, vagabonde de ville en ville avec un comportement stoïque et un désir accru de tuer les démons. Mais, en étant introduit ainsi dans le monde obscur de Berserk et dans les conflits violents et meurtriers de son héros, le lecteur est également poussé dans une sorte de conflit interne. Guts est-il un héros ? Quel est son véritable rôle et son utilité dans ce monde où règne la mort et les démons ? Y a-t-il même de l'espoir pour ce monde ? Et s'il y en a, vaut-il la peine d'être défendu ? La première scène du manga est bien souvent un premier filtre pour les lecteurs non avertis. Cette dernière présente Guts, nu et souriant. Il est en train de coucher avec une femme, et celle-ci semble se transformer, au fil de leurs ébats, en un véritable monstre. À la manière d'un succube, le monstre entend l'envoyer en enfer tout en goûtant au ciel. Cependant, le monstre n'obtient pour satisfaction que le canon mécanique du bras gauche de Guts, dont l'explosion laisse apparaître dans la fumée l'œil unique et luisant de son maître qui ressemble désormais plus à ce qu'il vient de tuer. Suite à cette entrée en matière, pour le moins explicite, le guerrier noir enfile sa cape et son épée et lève le camp, sa tâche accomplie. Cette vignette d'introduction ouvre donc la voie à la nature d'un personnage sans pitié et torturé, et au contenu à venir de son voyage. Immédiatement après cela, Guts arrive dans une ville du nom de Koka. Il entre dans une taverne dans laquelle il tuera des bandits à la solde du seigneur de la ville, avec une arbalète attachée à son bras mécanique. Ces derniers étaient justement en train de terroriser un petit elfe nommé Puck. Et si cet acte vous semblait héroïque, vous pouvez sans doute déjà imaginer que les motifs du guerrier noir dépassent cette apparence bienveillante. Par son geste, Guts souhaite envoyer un message au château, celui selon lequel l'épéiste noir est arrivé en ville. Et cet événement, mêlé à celui dans la forêt, montre que Guts semble tirer beaucoup de plaisir en accomplissant son but. Et ces 2 actions sont d'ailleurs exécutées avec son bras mécanique, montrant ainsi la polyvalence de son arsenal qui remplace parfaitement son bras. Bien sûr, à ce moment-là de l'histoire, le lecteur ne sait pas encore ce qui est arrivé à son membre, ni même quoi que ce soit d'autre à son sujet. Guts parle très peu, et le récit laisse d'abord place à la violence et au passage meurtrier du guerrier noir. Le meurtre final dans la taverne est d'ailleurs réalisé avec un seul mouvement de sa lame géante à l'effet dévastateur. Et cette planche sublime l'art de Miura et son style unique et détaillé, avec un penchant étrange pour rendre la violence extrême merveilleuse à regarder. Pour le lecteur, les actions du Chevalier Noir jusqu'à présent sont difficiles à cerner. Et ce, au moins tout autant que les intentions derrière celles-ci. Et à ce stade de l'histoire, elles importent sans doute moins que le style artistique de Miura et l'étrange monde médiéval qui habite cette histoire de démons mangeurs d'hommes et de petites fées asexuées. Toutefois, cet arc est le début de cette série légendaire et ouvre peu à peu le mystère principal de son protagoniste. Les intentions actuelles de ce guerrier voyageur et son passé inconnu semblent donc inextricablement liés, et cela va donner du sens à ses motivations. Pour un personnage principal tel que Guts, un arc introductif tel que celui-ci est d'une importance vitale pour la suite de l'histoire. Et alors que l'on en découvre plus sur cet homme, de nouvelles questions se posent. Nous apprenons que Guts, dont la renommée d'épéiste noir semble le précéder jusque dans cette ville, s'est rendu dans la cité de Koka parce qu'il est à la recherche d'un démon. Il envoie donc ce message à un soi-disant cruel seigneur serpent, le souverain démoniaque du château de Koka, et celui qu'il a qualifié d'apôtre. Il est d'ailleurs intéressant de noter que l'apparence de cet apôtre serpent est inspirée du monstre reptilien de Dreamscape, un vieux film de SF de 1984. Et nous verrons que quand il s'agit de désigner des apôtres terrifiants, Miura n'hésite pas à puiser dans ce genre. Il est facile de voir que Guts semble donc connaître intimement les démons. De cette première interaction avec le succube, et de sa conversation avec les habitants de Koka,
il est maintenant clair que le Chevalier Noir est sur une quête personnelle. On peut deviner qu'ils sont les premiers responsables de son bras manquant, de la perte de son œil et de la myriade de cicatrices sur tout son corps. Mais également et surtout, ceux qui ont fait de lui l'être sans pitié et sadique qu'il est aujourd'hui. Et nous voyons tout au long des événements de l'arc qu'il n'a aucun scrupule quand il s'agit de tuer des humains qui se mettent en travers de sa route ou qui pactisent avec les démons. Et avec cette évolution, les questions du caractère moral de Guts deviennent nécessairement bien plus difficiles à concilier, et les réponses aux questions présentées sont pour l'instant à la discrétion du lecteur. Elles doivent être éclairées par une combinaison de comportement et de psyché en observation sincère. C'est-à-dire que nous sommes témoins de la majesté sombre de la violence du Black Swordsman de près, mais ne sommes pourtant pas autorisés à pénétrer dans la psyché du personnage. La fenêtre sur l'âme de Guts se constitue en la personne de Puck, la fée qu'il sauve par inadvertance et qui finira par le suivre. Grâce à Puck, qui est à la fois une excellente source de soulagement comique dans cet univers sombre et un partenaire de conversation philosophique pour la psyché intérieure de Guts, nous apprenons plus de l'homme dans le personnage du guerrier noir. Le Chevalier Noir, pour les citadins fictifs qui connaissent sa légende, et au départ, pour le lecteur aussi, apparaît comme une force de combat implacable qui manie une épée incroyablement grosse, un surhomme. Mais au fur et à mesure que nous progressons dans l'histoire, nous constatons que Guts n'est en réalité qu'un homme, capable de véritables émotions, de saigner, et surtout, d'être tué. Guts est un guerrier solitaire, un vagabond parmi les hommes, qui n'a jamais cherché la compagnie des démons. Il se bat pour gagner, et ne semble pas préoccupé par la mort, que ce soit la sienne ou celle de ses semblables. Ainsi, et à ce stade de l'histoire, on peut supposer que tous ces aspects de sa psyché et le comportement aberrant qui en résulte doivent avoir des liens avec un passé infernal. Personne ne vient de nulle part, y compris Guts. Un nouvel élément venant s'ajouter à la psychologie de Guts est cette aversion extrême qu'il a d'être touché, comme l'a révélé Puck, qui ne veut que guérir ses blessures. Cela semble d'abord être un détail mineur, mais il identifie une mine d'informations sur son caractère émotionnel. Pour Guts, révéler un semblant de vulnérabilité semble être un pas vers la mort. De plus, il est marqué d'un symbole étrange sur sa nuque, qui commence à saigner et brûler quand Guts est plus proche des démons. Cela les attire aussi, et il ne peut, en résumé, pas leur échapper. Nous apprenons plus tard qu'il s'agit d'une marque sacrificielle, de la part d'un membre de la main de Dieu, connu sous le nom de Femto ou Griffith, sur lequel Guts souhaite assouvir sa soif de vengeance absolument folle, pour des raisons encore inconnues. Pour en revenir à Puck, Guts le voit d'abord comme une nuisance, un insecte trop petit, trop faible et trop bavard pour lui servir. Puck, de son côté, réprimande Guts pour sa cruauté, tout en souhaitant paradoxalement rester autour de lui. Et même si on peut supposer que c'est par devoir envers celui qui l'a libéré, il se peut que Puck se sente émotionnellement lié à la douleur intérieure de Guts, puisqu'il semble être le seul qui se soucie de lui, autre que Guts lui-même. Puck veut donc définitivement être l'ami de Guts et en apprendre davantage sur lui. Ses cicatrices visibles et invisibles dans sa psyché, et les actions manifestes de Guts dans le monde en tant que démonstrateur transmettent son caractère. Celui d'un homme seul au monde, stoïque et puissant. Et cette qualité de démonstrateur, nous n'avons nullement besoin de l'analyse de Puck pour la remarquer, dès les premières pages de Berserk. En effet, la seule façon dont Guts sait communiquer de façon fiable sa volonté est d'exercer ce pouvoir par la violence. Le combat semble être le seul moyen pour le guerrier noir de s'exprimer. Tuer les démons et la poursuite des êtres étranges connus sous le nom de la God Hand sont les seules activités d'accomplissement qui lui restent, si tant est qu'elles soient considérées comme telles. Et par son propre aveu à Puck, Guts fait tout cela pour lui-même. Il ne se bat que pour lui-même, et même sans se soucier de sa propre vie. Il dit d'ailleurs essentiellement à Puck que ceux qui sont trop faibles pour vivre dans ce monde méritent simplement de mourir. Et toujours dans cet esprit, il mène lui-même la vie qu'il veut mener, sans regret ni préoccupation, en dehors de sa mission singulière. Aussi, la nature ecclésiastique des démons dans Berserk, tels que les apôtres ou les archanges, renforce ce côté divin et contraste avec leur nature de démons. De plus, les archanges interviennent ironiquement dans les moments de grande détresse et de désespoir chez les humains, un peu à la manière d'un dieu ou d'un ange salvateur que l'on peut trouver dans les différentes mythologies religieuses. Pour en revenir au Chevalier Noir, l'ammoralité exacerbée et le stoïcisme de Guts
constitue pour lui un champ de force contre toute vulnérabilité potentielle. C'est un homme égoïste qui tue les démons et excelle dans ce domaine. Mais d'après ces mots, nous ne pouvons pas nous faire d'illusions au sujet des intentions qui poussent Guts à lutter contre le mal pour protéger le peuple ou pour que le bien puisse en quelque sorte triompher de son contraire. Guts tue les démons parce que c'est ce qu'il veut faire, et bien entendu, cela a quelque chose à voir avec sa voie de vengeance contre ce fameux Griffith, comme il le dit lui-même. Mais cela a aussi beaucoup à voir avec le fait qu'il aime ça. Il rend volontairement l'appareil au sadisme des démons envers les humains, avec sa propre marque envers eux. Et même si la haine envers les démons de Guts est bien fondée, y a-t-il une base morale du plaisir à infliger de la douleur, et ce, même aux êtres mauvais? En ce sens, un tueur de démons peut-il rester véritablement intact? Un homme bon peut-il ne jamais tirer du plaisir à causer de la douleur? Malgré ses accès extrêmes de barbarie, à d'autres moments, on peut voir que Guts nourrit un sentiment de responsabilité envers sa mission. Et nous le constatons pour la première fois lorsqu'il est sur la route et qu'on lui propose de monter à bord d'une calèche pour accélérer ses déplacements. Il refuse d'abord, en invoquant le fait que les démons le poursuivent et que son existence même les attire. En étant autour des autres, Guts les met implicitement en danger mortel. Sachant cela, il ne veut pas mettre d'autres humains dans de telles circonstances sans que ce soit de leur propre faute. Finalement, Guts reprendra son mantra, bien indifférent à ce qui arrive aux autres. Et il saute sur la calèche pour accélérer son voyage. Peu de temps après, la catastrophe frappe évidemment le vieil homme et sa fille. Et de telles interactions forcent le lecteur à témoigner de l'humanité latente de Guts. Lorsque la fille est tuée par des soldats squelettes déterrés, elle se réanime et attaque cette fois-ci Guts. Et pour la première fois, on voit Guts hésiter. Il ne veut pas tuer une petite fille, même dans les affres de la mort. Quand il est finalement forcé de le faire, il est immédiatement repoussé de ses propres actions par des vomissements, alors même qu'il est encore en plein combat acharné avec un régiment de squelettes réanimés, se mettant en danger mortel contre des ennemis qui lui étaient à l'origine nécessairement inférieurs. La terreur de cet événement finit par envoyer Guts dans une rage noire, qui tranche alors tous les morts-vivants dans une vigueur retrouvée. À la fin du combat, Guts répète son mantra, insensible aux complaintes de Puck, le renforçant, ne serait-ce que lui-même. Mais ces mots semblent contraster avec sa réaction inconsciente pendant la chaleur de la bataille. Guts dit que ceux qui ne peuvent pas se protéger sont des insectes, et qu'ils méritent en somme de mourir. Mais le pense-t-il réellement? On peut supposer que s'il avait pu protéger la fille et son grand-père, s'il avait pu les sauver de leur mort, il l'aurait fait. En fin de compte, bien que sa négligence ait contribué à leur disparition, leur destin sur le moment était hors de son contrôle direct. Et Guts semble d'ailleurs nourrir cette philosophie dure seulement sur l'instant, et d'une manière explicite, comme pour pouvoir faire face. Après avoir vaincu le comte, le dernier adversaire de Guts dans l'arc, en utilisant Theresia comme bouclier humain, la jeune fille du comte, que ce dernier n'a pas su sacrifier à la God Hand, et a vu pour châtiment sa propre forme ruinée, avalée par les esprits. Et alors que la princesse est désespérée des révélations selon lesquelles son père était un démon et avait déjà sacrifié sa mère pour obtenir ses pouvoirs obscurs, elle reçoit pour seule réponse Guts lui disant que si elle veut vraiment mourir, alors elle le devrait. Et pour Guts, il y a une réelle conviction dans ces mots, considérant la nouvelle réalité de Theresia. Elle qui a tout perdu et dont le désespoir est bien réel. La conviction de Guts qui entend que ceux qui n'ont pas la volonté de vivre dans ce monde devraient simplement mourir est arrivée à son terme dans le récit. Et comme il le dit lui-même, le chemin de la mort est mieux que de vivre sans but. Pour Guts, la mort est favorable à une poursuite irréparable de la souffrance. Son propre but, la vengeance contre Griffith, est quant à lui toujours intact. Sans cela, comme la situation dans laquelle se trouve actuellement Theresia, on peut supposer que Guts serait mort ou qu'il aurait lui-même mis fin à ses jours depuis longtemps. Mais Guts semble se souscrire à ce sens ultime de la responsabilité personnelle. Et dans une torsion du destin, quelques instants après cet échange, Theresia manque de tomber dans le gouffre à ses pieds. Elle est rattrapée de justesse par la lame de Guts qui lui coupe les mains mais la retient de chuter. Et ce rappel de sa mortalité pousse ses pensées loin du suicide et la tourne vers la vengeance contre Guts. Dans sa propre rage larmoyante,
elle proclame qu'elle tuera Guts. Elle lui en veut, car sans lui, rien de tout cela ne serait arrivé. Son père serait encore en vie, et leur relation étrangement tendue, encore intacte. Et c'est vrai, mais en réalité, nous savons que Guts a juste exposé au grand jour ce qui se passait déjà, chaotiquement et violemment, et a finalement fait du bien en vainquant un seigneur démon régnant sur une secte. Ainsi, Theresia ne vit tout simplement plus sous les préceptes de son isolement et des mensonges qui ont dominé sa vie précédente. Et dans ce cas, la vérité est tout simplement beaucoup plus dévastatrice que l'ignorance béate de sa chambre close. Mais c'est pourtant la vérité, et cela devrait désormais porter une sorte de poids sur les épaules de la jeune princesse. Comme le dit Guts, la question de savoir si elle peut ou non gérer cette vérité et trouver la volonté de vivre lui appartient entièrement. Ceci est le code existentiel de Guts, et par son choix de vie de combattre les démons dans des combats répétés et mortels, son bras armé devient de cette façon l'arbitre de la vérité. Et à ce stade de l'histoire, la dernière personne à être directement affectée par la traînée chaotique de sa guerre personnelle est Theresia. Et elle trouve son but à travers un nouveau mensonge qu'elle fabrique elle-même, celui que Guts est son véritable ennemi. Et le guerrier noir voit cette évolution dans Theresia comme une bonne chose, et semble d'abord être plus qu'heureux d'être la source de sa nouvelle mauvaise raison de vivre. Mais encore une fois, dans ces dernières planches, nous entrevoyons l'humanité de Guts à travers Puck. Le visage du guerrier noir, détourné de Theresia, est désormais tragique. Et d'une façon ou d'une autre, il ressent le poids de ses actions sur la vie d'autrui. De la capacité innée de Puck à ressentir les émotions des humains, de son visage dans les dernières planches du chapitre, après que Theresia ait déclaré sa haine et son désir de vengeance contre Guts, et des intuitions du lecteur tout au long de l'arc, nous arrivons à comprendre que la douleur enfouie en Guts est quelque chose de profond et sombre, et continuellement à l'œuvre pour le torturer psychologiquement. Les origines de l'être qu'il est devenu se trouvent dans les plis ténébreux d'un passé mystérieux, probablement plein de tragédies personnelles. Et cette tragédie est aux mains des démons, d'une manière ou d'une autre. Femto, Griffith, le faucon membre de la main de Dieu, que Guts poursuit puis rencontre, apparaît comme le principal coupable de sa souffrance. Mais à l'intérieur de cet arc, et de l'histoire racontée jusqu'à présent, nous ne connaissons pas les détails, ni pourquoi il a été ainsi marqué par ce dernier, pour un sacrifice jamais consommé. Comme nous l'avons remarqué, Guts est empathique pour les enfants, et ses interactions sont les seules où nous voyons qu'il est capable de ressentir ce sentiment. Peut-être se souvient-il de sa propre enfance et des traumatismes qu'il y a vécu, et le résultat de cette boîte noire est la personne que nous voyons. Quelqu'un qui, tout en brandissant encore des morceaux de son humanité, reflète de plus en plus le meurtre, la dépravation et le sadisme, le même que nous trouvons dans les démons de ce monde. Et comme pour illustrer la citation de Nietzsche, Guts semble avoir regardé trop longtemps dans l'abîme, luttant avec des monstres, au point qu'il en est devenu un lui-même, un être appelé l'épéiste noir. Ainsi, en poursuivant la série dans l'espoir d'en apprendre davantage sur le passé de Guts et ses origines sombres, le lecteur fait plus que simplement expérimenter la précipitation pour démêler un mystère. Il découvre aussi en lui-même quel genre de passé pour ce personnage pourrait le justifier. La question qui demeure est alors la suivante. Y a-t-il un seul événement qui pourrait justifier amplement les actions de Guts et sa personnalité actuelle jusqu'à celui qui est présenté sous nos yeux? Et est-ce que le personnage du Black Swordman est justifié par sa quête brutale et égoïste pour vaincre le mal par les maux qui lui ont été infligés précédemment? Une chose est sûre, le personnage de Guts est le lieu de l'histoire racontée par Miura au sein de Berserk, et il est donc impératif que ces questions soient explorées comme elles le sont dès les premiers tomes. Le monde de Berserk, et notamment dans le royaume de Midland, est plein de dureté. La dureté des peuples, la politique d'une époque médiévale européenne fantasmée, et les éléments d'une réalité d'influence surnaturelle en font ainsi un contexte plus qu'intéressant pour la narration. Cet état de jeu sombre fournit une toile de fond efficace pour le personnage de Guts à travailler.
Son rôle dans ce monde en tant que Black Swordsman est marqué par un sentiment de réflexion et de perturbation. Un monde dans lequel Guts est devenu le reflet de son environnement et un perturbateur de celui-ci. C'est le temps des seigneurs et des paysans, des extrêmes austères, de l'extravagance et de la pauvreté extrême. Au sommet de cette hiérarchie se trouve l'égoïsme décadent et à sa base se trouve la survie. C'est une époque d'empire et de campagne de guerre entre les régions et leurs armées de cavaliers blindés. Et avec des guerriers spéciaux comme Guts lui-même, la puissance militaire accumulée d'un seigneur constitue la meilleure façon pour eux de changer ou d'étendre leur influence sur le monde. Ce genre de monde n'est pourtant pas si différent des anciens royaumes de notre propre passé occidental. Hormis un unique détail important, le surnaturel. Dans ce monde, les démons sont réels, ils sont forts et ils ont le contrôle. Et deux de ces individus que nous voyons dans cet arc se trouvent dans des sièges de puissance. Le Seigneur Serpent et le Seigneur Slug sont des humains qui ont été transformés et corrompus par des créatures magiques. Dans leur état démoniaque, ils commettent des meurtres de masse, des exécutions publiques, des tortures et des destructions occasionnelles et réglementées de parties de leur propre communauté. Le Comte et le Seigneur Serpent dévorent d'ailleurs tous deux des êtres humains. Et leurs subalternes, les prêtres et les soldats humains, se tiennent prêts à exécuter leurs ordres. En dépit de l'aspect et des motivations relativement claires et inhumainement atroces de leurs dirigeants, les subalternes eux-mêmes sont poussés par le pouvoir et la peur, l'intérêt personnel et la préservation de soi, et sont donc redevables à cette autorité profane. En un mot, le monde de Berserk est sombre. Comme nous le voyons explicitement dans les voyages de Guts, c'est une vie dure, dans un pays relativement sans loi, où la mort attend à chaque coin de rue. Le long des routes de la civilisation, les monstres attendent. Entre les mains des humains et des démons, les gens tombent comme des mouches au royaume de Midland. La mort, de toutes les pires façons, est chose courante. Et à travers celui-ci, nous voyons que Guts, le chevalier noir, semble relativement à l'aise. Il a bravé ce monde et a persisté pendant tout ce temps seulement d'une seule façon, comme un tueur, un survivaliste, un spécimen prolifique de violence durable. Lorsqu'on observe dans Berserk les créatures que son auteur a conciliées au fil de l'œuvre, on ne peut qu'être impressionné devant leur nombre et leur diversité. Le monde de Berserk est vaste et riche, tant et si bien que la définition même de monstre y est multiple et nécessite d'être traité. Un monstre peut d'abord décrire un être humain, dont l'apparence paraît inhumaine. Dans ce premier arc, on retrouve notamment Vulgus, qui correspond à cette catégorie, dont le faciès le met naturellement à l'écart de la société et le force à vivre terré comme un rat. De nos jours, le terme de monstre possède trois grandes catégories. Le monstre criminel, comme on pourrait qualifier un assassin, le monstre de la science, et enfin le monstre de fiction. Et cette dernière catégorie est la plus ancienne et celle que l'on retrouve essentiellement dans Berserk. Ces monstres occupent d'ailleurs une place de choix dans la mythologie et les récits religieux. En effet, le monstre de fiction a occupé pendant longtemps une fonction socio-culturelle immense, en plus d'être vecteur de multiples symboles. C'est ce type de monstre qui nous intéresse, et qui semble avoir fasciné Miura dès les premiers tomes de son œuvre. Dans Berserk, la notion de monstre est profonde et complexifiée. Ces derniers ont une aura, des motivations et un aspect bien souvent humain qui les rend plus proches de nous. Il n'existe aucune limite dans la confection de ces monstres, bien qu'ils aient pour la plupart un ingrédient commun, celui de susciter une peur profonde ou un dégoût et de le sublimer en une forme fascinante et iconique. Bien souvent, les apôtres évoluent en monstruosité mi-humaine mi-animale, avec des mélanges parfois simples comme le comte Limas ou encore le Seigneur Serpent. Et ce genre de fusion peut souvent combiner jusqu'à une dizaine de créatures différentes. Et si la dimension sexuelle est souvent présente dans leur conception, comme avec le démon succube, ce sont pourtant les emprunts au règne animal et les mélanges en découlant qui paraissent les plus impressionnants. Pour autant, il est bien souvent impossible de discerner le ou les animaux choisis pour créer l'apparence d'un apôtre au premier regard, tant le mélange est parfait et la construction monstrueuse efficace. Ce qui rend ces entités si monstrueuses, c'est également le placement,
la taille et le nombre de leurs caractéristiques. En effet, ils ont souvent plusieurs paires d'yeux, plusieurs bouches aux gencives apparentes, etc. Et l'apparence de ces apôtres constitue un hommage criant, ou du moins une inspiration affirmée de Miura pour l'œuvre de Go Nagai, Devilman. En lisant Devilman, on est frappé par la ressemblance entre les démons des deux œuvres, qui présentent tous deux un aspect souvent grouillant, sauvage et abominable, infernal. Toutefois, les apôtres ne sont pas les seuls monstres de Berserk, et les inspirations se trouvent parfois dans des récits bien plus anciens, comme lorsque Guts affronte l'armée de squelettes dans la forêt. Si une telle scène semble commune de nos jours dans les œuvres fantastiques, on retrouve l'origine de cette dernière dans le film de Don Chaffee, Jason et les Argonautes, sorti en 1963. Certaines inspirations sont évidemment plus subtiles, telles que celles du premier apôtre vu dans le manga, le démon tentant de dévorer Guts lors de leurs ébats. En effet, ce dernier est directement inspiré des travaux de Hans Rudi Geiger, plasticien de génie, dont l'œuvre évoque directement l'apparence de cet apôtre. L'artiste aura d'ailleurs également inspiré le visage de l'un des God Hand, mais nous reviendrons sur ce point plus tard. Pour en revenir à Guts, ce dernier ne semble pas hésiter à observer et donner la mort dans le monde, adoptant sa mentalité de survie du plus fort. Mais peut-être qu'en parlant de ce sentiment à haute voix, d'un monde indifférent où les faibles sont facilement éliminés, à plus d'un titre, Guts essaie encore de se convaincre que c'est la vérité. Et c'est parce que dans ce monde, un monde plein de mort et de souffrances constantes, il en a besoin. Par inadvertance, c'est là que le vrai rôle de Guts dans l'histoire se manifeste, d'une myriade de façons contrastées. Guts est fort, assez fort pour survivre et continuer à lutter contre le mal, même s'il ne le fait pas strictement pour le bien, continuer à tuer, démon après démon, sur le chemin de la montagne que représente son but. Alors que le commun des mortels est faible, fragile et si facilement détruit, Guts, lui, est capable de combattre des dizaines d'hommes en armure à la fois et de l'emporter. Plus important encore, le Black Swordsman peut affronter les démons. Les manifestations ultimes du mal et du pouvoir, avec une épée et un canon, et de les faire tomber. Et ce n'est pas une petite chose, dans un monde plein de souffrances incessantes et de soumission aux mains de ces entités démoniaques. Là où le reste de l'humanité doit simplement supporter son fardeau, impuissant à empêcher la volonté des démons et des puissants de se réaliser. Malgré des différences relativement évidentes entre l'homme et le démon, que ce soit en matière de vitesse, de force ou de longévité, il y a aussi une grande similitude entre les deux. Nous l'apprenons très tôt dans l'histoire, et souvent tout au long des mouvements de Guts et à la fin de sa lame géante. Les démons et les humains partagent une peur primaire, celle de la mort. Tous deux peuvent mourir, mais ne le veulent évidemment pas. Les deux, souvent désespérément, et au prix de tout ce qui leur est cher, ont cette peur qui les pousse à rester en vie. Ainsi, cette faiblesse de l'humanité est la même pour les démons, la différence principale étant les conditions de la mort imminente et le désespoir et la souffrance avec elle, qui sont beaucoup plus difficiles à provoquer chez les démons. Cette asymétrie brutale est d'ailleurs ce qui rend si satisfaisant le triomphe de l'épéiste noir sur le mal. C'est là que le guerrier noir joue son rôle de facteur de différence dans ce monde sombre. Au-delà de son intention de s'en prendre à eux, Guts est tout simplement assez fort pour réussir sa mission de tuer de puissants démons et de leur causer des souffrances profondes et réciproques, là où presque aucun autre être humain en vie ne peut le faire. Tel un héros dans un conte mythologique obscur, Guts est unique. C'est lui qui fait la différence, en tuant des démons et en sauvant des gens. Mais contrairement à un héros classique, Guts ne tient pas compte de ceux qu'il sauve. Il ne demande jamais d'aide ou de remerciements. Il semble apprécier la chasse elle-même et le jeu de trouver comment mutiler et tuer ses cibles invincibles. De façon très explicite et troublante, Guts se réjouit de voir ces entités mourir, s'étouffer de sang et d'hypocrisie dans les derniers instants de leur existence tyrannique. Malgré ces morts violentes et le gore abondant si souvent gracié dans Berserk, le lecteur peut ressentir une certaine satisfaction sombre face à ces scènes. Leur représentation suscite un sentiment de vengeance ou de victoire. Et c'est parce que ceux qui tombent sous la lame du guerrier noir sont dignes de leur mort. La mort de ces démons
et leur désert. Dans un monde où ils règnent et tuent les humains comme des insectes et soumettent tout autour d'eux à la souffrance par leur volonté, leur chute est dure et réconfortante. En conséquence, le cynisme et les manières amorales de Guts à travers les terres de Midland sont beaucoup plus faciles à oublier ou à comprendre. À sa place, on ne retient que le Black Swordsman, une force de la nature étrangement motivée et extrêmement puissante, prête à s'en prendre au maître du mal, apparemment immortel de l'humanité, et gagner. Le voyage du Black Swordsman, ironiquement, introduit ainsi l'espoir dans ce monde sombre. Comme je l'ai déjà dit, le code moral de Guts est entaché par un passé que nous ne comprenons pas encore. Une vie antérieure, clairement mouvementée, vécue avant les événements de cet arc, le faisant apparaître comme froid et égoïste, insensible à la souffrance de tous, et surtout la sienne. Nous apprenons vers la fin de l'arc de l'épéiste noir que la tragédie intérieure de Guts repose entre les mains d'un seul individu. Griffith, un membre de la God Hand. Une volonté de vengeance finale contre ce dieu des ténèbres est la passion ultime qui anime notre épéiste noir. Sa tragédie n'a jamais pris fin, il est encore marqué pour le sacrifice, et cette dernière doit se terminer d'une façon ou d'une autre. Mais comme le montre la fin du tome 3, sa tâche de tuer cet être semble presque impossible. Ainsi, il y a une cause à l'héroïsme absurde de Guts. Dans ses aventures sanglantes à travers le Midland, il est une figure archétypale de Sisyphe. Dans la mythologie grecque, Sisyphe est surtout connu pour son châtiment, consistant à pousser une pierre au sommet d'une montagne, d'où elle finit toujours par retomber. Ainsi, passant d'un seigneur démoniaque à l'autre, prenant toujours des coups, mais vivant à travers un mélange de compétences martiales et de volonté de fer, la détermination de Guts ne vacille jamais. Libérant les communautés d'humains qui souffrent sous leur coupe, il contrecarre sans arrêt les plans des seigneurs démons, mais seulement comme une nécessité. Il le fait dans l'espoir d'avoir une chance sur Griffith, et sans altruisme dans son cœur. Et pourtant, Griffith est beaucoup plus puissant que tous ceux qu'il tue sur son chemin, et ses petits démons semblent innombrables. La difficulté de sa victoire potentielle et l'absence de progrès significatif rendent Guts d'autant plus ridicule en qualité de héros. Et il n'est pas difficile de supposer que cet acte compte autant que sa propre vie, sinon plus. Les enjeux ne pouvaient pas être plus élevés pour l'épéiste, et dans cet arc d'ouverture, à travers une série d'événements heureux et malheureux, Guts a enfin sa chance. Mais comme nous le voyons, ce n'en est pas vraiment une. Dans les derniers événements de l'arc, Griffith est bien au-delà de la portée du bras ou encore de l'épée de Guts. Et même dans de meilleures circonstances, sans blessure et en pleine forme, consommer sa vengeance semble n'être qu'un fantasme. Le Black Swordsman, ce mystérieux vengeur contre les seigneurs démoniaques, reste un homme. Et Femto, anciennement ce Griffith, est bien plus que cela. Guts semble donc poursuivre son rêve de vengeance contre un ennemi implacable. Ce dieu est bien au-dessus du serpent ou de la limace que Guts a réussi à faire tomber dans des combats durement gagnés. Par rapport à ces entités, notre héros est faible et insignifiant. Devant Femto et le reste de la God Hand, cette image de la force de Guts accumulée au cours des volumes précédents est instantanément brisée. Nous apprenons que l'existence actuelle de Femto dépend en quelque sorte de Guts lui-même et de son sang, et que leur passé est inextricablement lié. On peut deviner que Griffith est devenu Femto par ce mystérieux sacrifice. Guts semble penser qu'il peut trouver un moyen de le tuer, et son rôle marqué dans son ascension pourrait être la clé de celui-ci. En même temps, Femto considère Guts comme un insecte, comme n'importe quel autre être humain, et ce malgré leurs anciennes relations, quelles qu'elles aient été à l'époque. Peut-être est-ce là le véritable but de l'histoire de Berserk. Cette quête, pour rencontrer et comprendre Griffith, les véritables principes de leur rivalité sanglante et la marche de Guts à cette confrontation singulière. Et pourtant, au regard des événements actuels, un tel but semble désespéré. Guts peut avoir tous les autres démons du monde, mais la main de Dieu et Femto semblent intouchables, indestructibles, incapables d'être vaincus par de simples mains humaines. La poursuite par Guts de la main de Dieu
et son désir d'exercer sa vengeance meurtrière sur Griffith semblent impossibles pour le moment. Malgré son immense force, l'épée géante de Guts ne peut percer ses corps d'une puissance surnaturelle. Cette circonstance dans Berserk manie ainsi les aspects de l'horreur cosmique. Dans cette condition terrifiante, il y a les thèmes toujours présents de l'ignorance humaine et de l'impuissance, et le nihilisme qui en résulte, le désespoir. Dans un monde aussi digne de ce genre d'horreur, il peut y avoir des entités, dans les étoiles lointaines, ou même au milieu de nous, à la manière des démons de l'abîme, qui sont au-delà de notre compréhension, bien au-delà de nous, en puissance. Ils peuvent prendre le contrôle, sont capables d'imposer leur volonté et leurs desseins d'une myriade de manières étranges sur l'univers. Et ils peuvent le faire avec une indifférence complètement bénigne à l'existence et à la présence de l'humanité dans leurs machinations, que ce soit pour le bien ou le mal. À l'inverse, ils peuvent bien être conscients du commun des mortels et agir contre ce dernier dans l'univers, en les utilisant comme esclaves ou simplement comme jouets, et que ces derniers en soient conscients ou non, ils ne peuvent rien y faire. Il n'y a pas de rôle, en tant que facteur de différence, pour quelque chose d'aussi petit qu'un homme. Dans Berserk, Guts et le reste de l'humanité habitent un monde où les divinités telles que les forces de la God Hand résident dans les ombres et contrôlent le destin des humains comme des pions sur un échiquier. Ils le font au mieux avec une indifférence insensible à l'égard de l'humanité et de leur vie, et au pire, avec des interventions directes du plus pur mal sur les masses. Naturellement, et surtout dans un monde comme celui-ci, l'espoir n'est pas quelque chose de facile à assimiler pour n'importe quel membre de l'humanité. Et dans le cœur sombre de Guts, il n'y a pas de place pour un tel espoir. Les archanges apparaissent donc au conte par l'utilisation d'un objet connu de Guts, un Behelit. Ils ne viennent pas aux mortels, tant et si bien que Gus et les autres sont transportés à eux par un portail interdimensionnel plein de cages d'escaliers impossibles. Femto, Void et les autres démons flottants, grotesques et cénobitiques, venus avec un but précis. Le Behelit est l'appel du seigneur démon pour sa survie. Il attire leur attention dans le plan mortel pour une transaction spécifique. L'apparence des God Hand est d'ailleurs directement inspirée et assumée de celle des Cénobites dans Hellraiser 1 et 2. Dans ces films, la boîte de Le Marchand, un mystérieux artefact, permet de les convoquer depuis une dimension infernale. Et à la manière des God Hand, ces entités sont d'une nature calme qui contraste avec leur apparence monstrueuse. Dans Hellraiser, les Cénobites rendent visite à celui qui les invoque pour le juger. Si ce dernier paraît indigne de leur code moral, il est écorché vif. À l'inverse, s'il se présente comme digne de ces derniers, il peut les rejoindre. Pour aller plus loin dans l'inspiration et la mythologie autour des God Hand, et particulièrement de leur première apparition, il est intéressant de se pencher sur le concept d'enfer dans Hellraiser. En effet, loin des représentations bibliques, ce dernier s'apparente plutôt à un gigantesque labyrinthe glacial. Au-dessus de tout, lévite dans cette dimension sa divinité. Une gigantesque forme géométrique appelée Léviathan en hommage au monstre marin de la Bible. Et la complexité de ce labyrinthe est directement inspirée de deux artistes. Le premier, Giovanni Battista Piranesi, un graveur italien du XVIIIe siècle, et plus précisément sa série de gravures représentant des prisons imaginaires terrifiantes. Le deuxième artiste est le néerlandais Moritz Cornelis Escher, et son mythique labyrinthe impossible, qui est repris dans le tome 3 de Berserk, représentant la dimension dans laquelle les God Hand tiennent leur audience. Le Behelit constitue ainsi la boîte de Le Marchand de Berserk. Elle représente la clé pour invoquer ces êtres transcendés. Toutefois, leur apparence n'est pas simplement tirée des Cénobites. Et on peut également citer le masque de Griffith, qui est une copie quasiment fidèle de celui de Winslow Leach, protagoniste du film de Brian De Palma, Phantom of the Paradise. De même pour Conrad, dont la figure est une reproduction de l'un des visages représentés sur le tableau Landscape 18. Mais vous n'étiez sans doute pas sans connaître ces exemples, et si vous souhaitez en apprendre plus sur les inspirations de Miura, je ne peux que vous recommander le livre de Alt 236 sur Berserk. Pour en revenir à la première apparition des God Hand, on retrouve tous les éléments précédemment cités. Les archanges de la main de Dieu sont convoqués par le Behelit du conte, engloutissant le château, le temps de quelques minutes,
dans une dimension infernale, tapissée de labyrinthes complexes aux escaliers impossibles. Ce côté science-fiction est accentué par les noms de ces 4 archanges qui sont eux aussi tirés d'œuvres littéraires futuristes. La nature astrale des God Hand les rend donc inaccessibles aux humains. Et cet élément, couplé à leur aspect ainsi qu'à leur nom, en font des êtres à part qui dénotent avec l'univers même de Berserk et contribuent à en faire naturellement des figures quasi divines du point de vue du lecteur. Dans Berserk, certains lieux sont réels et se situent dans le monde physique, mais d'autres prennent place dans des plans de la réalité plus ardus à définir. La présence des God Hand semble ainsi toute puissante. Après tout, ils viennent d'un plan d'existence invisible et méconnu, d'une zone comme le ciel ou l'enfer. Ils laissent d'ailleurs entendre qu'ils façonnent les événements du monde, et leur capacité de corrompre l'humanité vers leur propre fin mystérieuse. Femto peut d'ailleurs exercer une force télékinésique sur Guts sans même bouger. L'un d'eux proclame même avec audace que peu importe le nombre de ses apôtres que le guerrier noir tue, ils ne seront jamais affectés. En ce sens, rien dans le chemin des préoccupations humaines ne semble jouer dans leur subsistance personnelle. Ils manient une perspective quasi omnisciente, cosmique et omnipotente. Il n'est pas difficile de voir que du point de vue de Guts, cela contient un degré d'horreur existentiellement cosmique qui se traduit chez lui par une rage pure. L'arrivée de la main de Dieu et leur existence n'est toutefois pas sans un certain degré de légalité. En effet, la présence de ces dieux semble être écoutée par le mécanisme du Béélite, peut-être même avec force, sans aucune de leur volonté. Le comte, leur serviteur dévoué, peut ainsi leur demander de lui sauver la vie. Et pour que son souhait soit exaucé, il doit payer un coût, un sacrifice. Pas si cher pour un démon, mais qu'en est-il pour un humain? Cela dépend. Malheureusement pour le slug, il ne peut pas faire son sacrifice désiré de Guts, qui est déjà marqué par un sacrifice précédent. Mais ce n'est pas la partie la plus importante de la règle qui rejette Guts comme un choix potentiel. La forme de salut que la God Hand offre à ce seigneur démon est toujours liée à la malignité. Et Guts ne peut pas non plus être sacrifié parce qu'il est simplement un ennemi du démon. En tant qu'ennemi haï, un tel sacrifice n'a aucune valeur pour les archanges. Dans leur vision capricieuse des termes de l'accord qu'ils offrent, ou simplement opérant à partir des principes universels de leur puissance obscure, le sacrifice doit être plus significatif. Ainsi, pour sauver sa propre misérable existence, le Seigneur devra sacrifier sa précieuse fille. Comme le dit Femto, il doit rompre son lien final avec l'humanité et embrasser pleinement sa nature de démon afin de persister dans la vie. À la fin de cet arc, le lecteur est donc confronté à la réalisation ironique que l'humanité n'est après tout pas si impuissante. Il y a désormais un chemin ouvert vers l'ascension devant l'homme mortel, par la descente. En fréquentant la main et au prix de son âme, quelqu'un comme Guts ou Griffith peut enfin espérer contrôler son propre destin. Sans aucun doute, en termes humains, les desseins du divin vont de l'indifférence à la destruction, en passant toujours par le mal, par la tentation, la corruption et la profanation. En rejetant tous ceux qui faisaient d'eux des humains, le Seigneur Serpent, le Comte et apparemment Griffith ont répondu à leurs aspirations en puisant dans le puits de leur propre ombre. En embrassant le pouvoir obscur offert par la God Hand et par le sacrifice de leur amour le plus ardent, les rêves de survie et de pouvoir d'un être humain faible et misérable peuvent être accomplis. Pour ceux vivant dans l'univers de Berserk, le mal offre de l'espoir. Le don de la main de Dieu de la démonicité donne à un être humain un moyen de sortir de la souffrance. Mais c'est seulement pour eux-mêmes, et seulement en multipliant cette souffrance pour tout le monde autour d'eux. En sacrifiant la vie de votre amour, en embrassant ce sentiment inné d'intérêt personnel que les êtres humains détiennent, et en assumant des aspirations cosmiques grandioses, l'ascension au-delà de l'humanité semble assurée. Cependant, comme nous le voyons avec le serpent et la limace, il y a un tout autre genre de souffrance qui attend ceux qui traitent avec le divin et dans le royaume du mal. En effet, en tant que démons, ils peuvent encore ressentir la douleur. C'est une caractéristique de l'orgueil inné et humain que de rater cette issue avant de conclure cet accord irréversible.
Et pourtant, à la fin, de notre point de vue des choses, aucune de ces considérations ne semble tomber consciemment sur l'esprit de l'épéiste noir. Guts se concentre uniquement sur sa vengeance, et il y a une sorte de liberté simple en cela. Il tue des démons, toujours en tant qu'humain, toujours désavantagé. D'après ses voyages et ses expériences, c'est un des avantages que Guts, du moins implicitement, sait qu'il pourrait corriger s'il le voulait. Et pourtant, il endure, en tant qu'humain. Il considère le concept de démon comme rien de plus que de la viande antagoniste à déchirer et à déchirer encore. Au contraire, son élan de fou qui défie la mort vers sa vengeance singulière, forgée par la petitesse mortelle de son passé personnel relativement court, le protège du chemin le plus sombre. Notre héros est enfin protégé devant les divinités souveraines et maléfiques de l'univers de Berserk. L'épéiste noir, un être humain de chair et de sang, embourbé dans la faiblesse et la souffrance inhérente à l'existence mortelle, un seul homme inutile par rapport à ces rois démons qui préféraient encore faire rage et mourir avant de voir son côté sombre l'emporter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je suis heureux d'être enfin de retour avec un projet dont je suis fier après tous ces mois d'absence. Je tiens à m'excuser pour mon inactivité et je vous remercie d'être toujours aussi présent. Je reçois pas mal de messages au sujet des vidéos et je dois vous dire qu'un tel soutien fait chaud au cœur. Sur ce, n'hésitez pas à me faire vos retours et à partager la vidéo si vous l'avez aimée. On se retrouve très vite dans une prochaine.